Bakar Ali Boto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou, Samuel, est candidat aux élections législatives pour la Circo 1, puisque je vous rappelle qu'on refait le match pour ces élections et que le 18 mars, pour le premier tour, on est appelé à voter. Bakar Ali Boto, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour l'ensemble de la population qui nous regarde et qui nous écoute. J'attaque directement dans le vif avant de m'attaquer à la campagne, mais la ministre est encore sur le territoire, elle a annoncé des mesures. Vous avez pu écouter l'interview qui a été réalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en ressortez? Déjà, le fait qu'elle est venue, c'est une très bonne chose. Seulement, je suis très déçu, puisque nous vivons depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, la problématique de l'insécurité. Pour moi, il y a nécessité de prendre des mesures immédiates pour au moins que la population puisse être rassurée. Là, on nous annonce des mesures à moyen long terme. Mais on sait très bien ce qu'il faut faire maintenant. C'est d'abord stabiliser, en tout cas stopper l'évolution exponentielle de cette violence. Il faut des forces de l'ordre, il faut des gendarmes, il faut des policiers, il faut un certain nombre de ces militaires et de ces policiers pour que enfin les Maoris se sentent en sécurité. Ça, c'est le début. Ça, on n'a pas besoin d'études, on n'a pas besoin de conférences, on n'a pas besoin de réunions. Il faut tout de suite renvoyer ces renforts sur place pour un moment, le temps d'engager la discussion pour les mesures ou les solutions complémentaires qui sont à moyen et long terme. Et là, non, on nous annonce des mesures qui vont arriver, etc. Je pense franchement qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et je pense franchement que le gouvernement, soit n'est pas très sensibilisé par rapport à ce qui se passe à Mayotte, soit parce que Mayotte ne représente pas grand-chose et que les Mahorais, à la rigueur, peuvent s'effondrer dans leurs difficultés. Et ça, à Paris, personne ne bougera pour ça et ça n'inquiète personne. Sinon, je ne peux pas comprendre comment la ministre a fait le voyage jusqu'ici et ne pas venir avec elle, dans ses bagages, au moins de quoi arrêter la violence tout de suite. Et que la République a les moyens de le faire. Nous sommes quand même une très grande nation, une grande puissance, la troisième puissance militaire du monde. Comment se fait-il avec tous les effectifs que nous avons un peu partout sur le sol national, qu'on ait pu dépêcher un certain nombre de policiers et de gendarmes pour au moins pendant quelques mois, au moins pendant quelques semaines déjà dans un premier temps, stopper cette violence exponentielle comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a mépris quelque part, à moins que je dirais, peut-être il y a un problème de communication entre les élus de Mayotte et le gouvernement. Parce que je ne peux pas comprendre. Nous avons 3 parlementaires maintenant. Il y en avait 4 depuis récemment. Pour moi, ces parlementaires avaient l'obligation et le devoir de faire en sorte que Paris puisse immédiatement, tout de suite, connaître la situation locale, sachant que les services le font aussi déjà. Hein. Tout à fait. Oui, les services, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est aux élus qui nous représentent en métropole, les sénateurs et les députés, qui devaient mettre la pression nécessaire pour que le gouvernement s'intéresse un peu plus à Mayotte. Mais c'est vrai, ça revient à ce que j'ai toujours dit, que nous avons un souci ou une méthode de travail qui n'est pas tout à fait adaptée avec la situation. Nos compatriotes des autres outre-mer ont sur place à Paris des gens, des personnes, des professionnels qui sont là au quotidien pour sensibiliser les différents services de l'État, les cabinets notamment, parce qu'en réalité, entre nous, tout ne se joue pas au niveau de l'hémicycle. Non. Dans l'hémicycle, ce n'est que du spectacle. Ce n'est pas là que les décisions essentielles se prennent. Ce n'est qu'une formalité par la suite. L'essentiel de décision se prépare en amont, dans les coulisses, dans les cafés, je dirais, lors des petits déjeuners, lors des déjeuners, des dîners, parce que c'est avec les réseaux que nous n'avons pas, malheureusement, au côté Mayotte, c'est avec des réseaux qu'on peut pouvoir avoir accès dans les milieux les plus éloignés et les plus difficiles à avoir accès, parce qu'on a des amis, parce qu'on a des gens qui sont à côté du président, à côté du Premier ministre, des gens qui peuvent à tout moment toucher le Premier ministre et le président, parce que ce sont des amis, ce sont des relations. Mais en politique, à Mayotte ou ailleurs, tout fonctionne par les réseaux, par l'amitié. C'est là que l'essentiel se joue. À Mayotte, nous n'avons pas ces amis, nous n'avons pas ces réseaux. Et je reprends votre programme de campagne que j'ai sous la main. Le premier point que vous évoquez, c'est nouvelles habitudes de travail autour de rencontres périodiques. En fait, c'est apprendre à se connaître les uns les autres pour pouvoir travailler et pouvoir demander ensuite et partager. Oui, c'est ça. Déjà, apprendre à se connaître. Mais apprendre aussi
à être au plus près des centres de décision nationaux. Nous passons à Mayotte en général, que tous les 4 matins, les ministres, les cadres des partis politiques, les cabinets, les gens passent à Mayotte. Mais non, les gens ne peuvent pas passer à Mayotte s'il n'y a personne à côté pour leur dire que Mayotte existe. Il y a tellement de problèmes au niveau national, au niveau mondial, et que nous sommes quand même une puissance mondiale. Le président de la République a d'autres chats à fouetter que à penser à Mayotte tous les jours. Mais pour que nous puissions exister dedans, pour que nos difficultés puissent être prises en considération, il faut absolument que nos parlementaires puissent être appuyés par des professionnels, ce qu'on appelle les réseaux au quotidien. Je vous donne quelques exemples. Nos voisins comoriens, notamment nos compatriotes franco-comoriens qui sont en métropole. Dans la plupart des grandes villes de métropole, vous avez des élus originaires des Comores, et même au plus haut niveau, au niveau des adjoints maires, il y en a plein. Pourquoi il n'y a pas de Mahorais qui est adjoint maire, ne serait-ce que dans la plus petite des villes de métropole? Où sont les Mahorais alors qu'il y en a plein là-bas? Donc c'est ça ce qu'on appelle des réseaux. Les gens qui sont dans les centres de décision déjà locaux, et au fur et à mesure montent, gravissent les échelons, et comme vous avez pu constater, autour de l'équipe de candidat Macron, vous aviez à l'époque plein de Comoriens qui tournaient autour, des Français, hein, il y a même un député franco-comorien. Il y a même un député franco-comorien aujourd'hui. Voilà, et que ces gens-là, c'est tout à fait normal que si le gouvernement, dès ses débuts, a pu pondre la feuille de route avec les Comores qui nous a ici un peu secoués, c'est qu'il y a des gens autour qui ont poussé, il y a des gens autour qui ont expliqué au président Macron ce qui pouvaient être les relations entre la France et les Comores et entre les Comores et Mayotte. Nous, on était absents, il n'y avait personne. Après, on s'étonne que les problèmes de Mayotte ne sont pas pris en considération. Mais comment voulez-vous que quelqu'un pense à nous si nous ne sommes pas là? Et si nous avons laissé personne pour faire le travail à notre place? Soit on fait le travail nous-mêmes, soit on paye des gens pour faire le travail à notre place. Nous, on ne fait ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans cette situation détestable et qu'après, la ministre arrive. Et quand la ministre arrive, elle a l'air de tout découvrir. Et que malgré qu'ils étaient dans l'avion tous, pendant un moment, pendant 11 heures de temps, mais pendant 11 heures de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'avion? Il y a plein de choses à régler à ce moment-là. Voilà, nous avons des problèmes. En attendant, la ministre était en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas longtemps, et hier, elle nous a pris pour des néo-calédoniens, en nous demandant tous de nous asseoir pour pouvoir discuter. C'est pas du tout notre habitude, c'est pas notre manière de faire, donc déjà, la spécificité mahoraise n'a pas été respectée, mais vous ne trouvez pas que la ficelle est un petit peu grosse quand même dans les propositions de la ministre? C'est-à-dire qu'elle nous dit, voilà, il y a 1000 hommes sur le terrain aujourd'hui pour sécuriser le territoire, et elle nous propose un plan qui est 5 fois inférieur au plan qu'elle met en place aujourd'hui. C'est complètement aberrant. Elle nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais c'est ce que je dis, c'est que quelque part, il y a soit une compréhension totale de la part du gouvernement des difficultés de Mayotte, soit c'est du mépris total. Et c'est à nous de faire en sorte que les choses changent. C'est à nous, les Mahorais. Parce que si on veut compter sur d'autres personnes, on ne pourra pas. Prenons l'exemple des expulsions, des conduites vers les frontières. Moi, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Puisque l'insécurité à Mayotte, la première chose qu'on devrait se dire, avant de demander d'augmenter les effectifs. C'est vrai, il nous faut immédiatement augmenter les effectifs. Mais pourquoi il faut augmenter les effectifs des policiers? C'est ça, en fait. Pourquoi il faut des forces supplémentaires? Parce que la délinquance augmente. Et pourquoi la délinquance augmente? Parce qu'il y a un flux de personnes qui arrivent sans contrôle. Et si on veut arrêter l'insécurité à Mayotte, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 36 solutions. Nous avons l'augmentation des effectifs des policiers parce que nous avons le problème en face. Et nous, notre souhait, on pense qu'en augmentant les policiers, nous allons pouvoir diminuer, en tout cas limiter la délinquance. Mais comme il y a le flux incessant qui arrive, donc au fur et à mesure, la délinquance augmente et au fur et à mesure, nous allons demander un renfort d'augmentation d'effectifs, etc. Mais jusqu'à quand et jusqu'à quel niveau nous pourrons considérer qu'en fait c'est suffisant? Donc je pense qu'il faut attaquer le problème en amont. Augmenter les effectifs de police dans l'immédiat, c'est une urgence, c'est une nécessité, mais dans le moyen et long terme, c'est une erreur. De la même façon, les conduites aux frontières, c'est aussi pour moi, dans l'immédiat, nécessaire, mais c'est aussi dans le moyen et long terme une erreur. Parce que les conduites aux frontières correspondent à quoi si on devait comparer avec un autre phénomène? Nous sommes dans une situation, il a beaucoup plu,
il y a des inondations, et nous amenons les camions à pompe qui pompent l'eau et qui renvoient l'eau vers la source du fleuve ou de la rivière qui doit se déverser sur la ville. Que pensez-vous mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va y avoir des débits beaucoup plus forts qu'est-ce que nous avions au début, puisque nous renvoyons chaque fois l'eau vers la source. L'eau nous revient au fur et à mesure, donc ça fait un cercle, une boucle qui font qu'à un moment donné, nous disparaîtrons. Donc renvoyer les personnes chez eux, sachant très bien que le lendemain, ils vont revenir par la voie qu'ils ont toujours empruntée, c'est quelque part nous suicider à petit feu. Par contre, il y a deux possibilités. Soit l'État considère que ces personnes sont en difficulté chez eux, donc le fait de venir à Mayotte, c'est compréhensible humainement, et par conséquent, à ce moment-là, que l'État prenne ses responsabilités en prenant en charge ces personnes qui arrivent, d'une façon ou d'une autre, en les considérant comme des réfugiés, puisque les réfugiés, ce sont des personnes qui sont acceptées parce que nous considérons, nous, que chez eux, ils ne peuvent pas vivre correctement. Ou que les titres de séjour soient ouverts à l'ensemble du territoire français et pas seulement à Mayotte. Il y a ça déjà, ça c'est un premier point. Et maintenant, si l'État les prenne en charge, ça veut dire que ça va diminuer la délinquance, puisque pourquoi les gens vont voler? Pourquoi les gens vont voler? Alors que chez eux, ils n'étaient pas voleurs. À ma connaissance, la majorité n'était pas voleurs chez eux, n'étaient pas des agresseurs, ni des violeurs chez eux. Mais une fois sur place, il faut qu'ils vivent, qu'ils boivent, qu'ils se nourrissent. Et ils n'ont pas de champ, ils ne sont pas payés à la fin du mois. Et par conséquent, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde qui va contribuer à les faire vivre, à les faire survivre. Ils viendront voler chez vous, chez moi, chez tout le monde. En fait, ce que l'État ne fait pas, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, moi, ce que je demande en fait, en réalité, pour qu'il y ait, qu'on soit dans une situation gagnant-gagnant, que ce soit du côté des Mahorais et pour le développement de Mayotte, et du côté des réfugiés, si on se place sur le plan humanitaire, il faudrait, dans l'immédiat, que l'État rapatrie les populations qui arrivent chez nous et qu'on a laissé rentrer vers la métropole. Là-bas, il y a beaucoup d'espace. Et en plus, il y a les structures qui existent. Et surtout, ça fera réfléchir à l'État. Oui. Vous savez, au début, c'était le cas. Les premiers arrivés, des personnes qui arrivaient dans juin, dans les années 70, après la séparation, ces personnes étaient immédiatement rapatriées vers la métropole. Et c'était comme ça, c'était normal. Après, à un moment donné, ça s'est arrêté. Maintenant, je demande à ce qu'on reprenne le processus. Il y a deux conséquences qui pourraient être positives pour nous, ça fera réfléchir l'État. Si l'État est obligé de rapatrier ces personnes qui arrivent en masse à Mayotte, l'État va sentir le coup à un moment donné. Et puis à métropole, on ne va pas laisser faire pendant longtemps. Et donc, l'État sera obligé de prendre ses responsabilités en matière de contrôle de frontières. Parce que le fait de vider Mayotte ou de décompresser par rapport à la situation actuelle permet à la fois à ces personnes d'aller trouver des conditions dignes par rapport à ces collines et ces conditions difficiles de vie dans les collines, en métropole, et en même temps, nous allons pouvoir récupérer le foncier autour de Mamoudzou, autour des villes de Mayotte, pour aménager et appliquer les politiques publiques de Mayotte. Et pour revenir sur mon programme qui est de 6 points, bien sûr, la sécurité, le point essentiel, la santé, l'aménagement du territoire, nous avons l'éducation, la coopération régionale, bien sûr, mais tout ça, en fait, en réalité, je peux lister, faire, démontrer, vous donner tout ce qu'il faut, vous dire ce qu'il faudra faire pour que nous puissions un pays assez développé et correct par rapport à la vie des gens, mais ça ne servira à rien du tout, parce que ça revient à construire un château sur du sable mouvant. Puisque le point essentiel dans l'immédiat à Mayotte, c'est d'abord la résolution du problème, de la problématique de la sécurité. Tant qu'on n'aura pas fait ça, Mayotte ne sera pas une terre où nous pouvons vivre tranquille et personne ne viendra. Et même le pire, c'est que ceux qui sont là partent. Parce que personne ne peut accepter pendant longtemps vivre dans les conditions où nous vivons actuellement, en termes de sécurité, où personne n'est épargné, puisqu'il y a eu déjà des sous-préfets agressés, des procureurs, toutes les couches de la population ont été concernées. Donc je dirais à Madame la Ministre et au gouvernement qu'à Mayotte, l'immédiat, c'est la résolution du problème et de la problématique de la sécurité. Et l'État a les moyens de le faire, mais il manque une volonté politique de la part du gouvernement. Et quand il n'y a pas de volonté politique,
il n'y a pas d'action politique. C'est pour cela que je dis, c'est même pas la peine de réunir les gens pour discuter. Il faut tout de suite et immédiatement envoyer les renforts nécessaires pour déjà stopper ce fléau d'insécurité, de délinquance, et à partir de là, on pourra commencer à discuter, à travailler et à construire Mayotte, et naturellement à appliquer, ou en tout cas, la plateforme des maires et des intersyndicats, des intersyndicaux. Et je dirais, pour finir, si vous voulez bien, que je suis complètement solidaire du mouvement en cours pour que Mayotte puisse retrouver la paix, et que je pense que tout Mahorais doit être comme moi, être solidaire. Mais c'est vrai aussi, c'est pas parce que je suis solidaire que je descendrai systématiquement dans la rue, parce que je considère qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je suis candidat, je suis pour les élections à venir. Je ne veux pas faire de confusion entre un mouvement légitime qui concerne l'ensemble des Mahorais, y compris moi-même, et ma campagne, oui, puisque c'est deux choses différentes. Et c'est pour cela que je dis, il est urgent et nécessaire de voter dimanche pour que nous puissions avoir ce député qui manque, que j'espère sera moi-même, et que nous puissions renforcer l'équipe des parlementaires pour aller au front, puisqu'il fait chaud au front et qu'il faut du renfort et des armes beaucoup plus performants que ce qui existe jusqu'à là. Voilà ce que je pourrais dire aux Mahorais. Et c'est vrai, je reviens encore, maintenant que nous avons la ministre, je pense que c'est le moment de parler. Parce qu'il n'y a pas meilleur dans la vie que le dialogue. On n'est pas obligé de tout accepter, mais le fait de dialoguer, c'est la possibilité de donner à chacun la possibilité de s'expliquer et déjà de savoir ce que l'autre pense pour améliorer les choses. La politique de la chaise vide a toujours été une catastrophe pour tout le monde. Donc franchement, je pense qu'il faut discuter. Il faut montrer que nous avons la capacité de présenter nos doléances, de défendre les Mahorais auprès du gouvernement. Un représentant du gouvernement, c'est un membre du gouvernement, donc il représente tous les autres qui ne sont pas là, y compris le Premier ministre. Et après, bien sûr, il faut accompagner, il faut continuer à travailler. C'est comme ça que nous pourrons sortir Mayotte de cet engrenage qui nous pénalise depuis plusieurs années. Donc je dis à nos compatriotes de Mayotte, et je dis aussi au gouvernement, que Mayotte est une petite île, une très petite île. Ça ne coûte pas grand-chose à l'État. Si on compare le budget de l'État, le budget national, il suffit d'enlever chaque année 1,5 dans le budget de l'État, ça ne se verra même pas. 1,5 enlevé du budget de l'État, c'est-à-dire 1,5 milliard, personne ne saura qu'on a enlevé un chiffre. Et ça permettra par contre à Mayotte d'avoir une bouffée d'oxygène considérable pour le développement et la sécurisation de notre île, et que Mayotte a la chance avec la France et l'Europe de constituer au sein de la zone de l'océan Indien, au cœur de la zone de l'océan Indien, un oasis que nos voisins pourraient venir, bien sûr, copier ce que nous faisons, mais surtout pouvoir examiner, observer ce que la France peut faire de meilleur quand elle a envie, quand elle se décide à le faire. Merci beaucoup, Makar Ali Boto. C'est tout pour ce temps de parole. Merci, c'est moi qui vous remercie.